Bene, buonasera, benvenuti a questo ultimo intervento in teatro, ultimo incontro in teatro di Babel 2024. Ci sarà poi, ricordo, alle 19, ma ormai non più forse alle 19 perché stiamo un po' in ritardo per problemi accumulati durante la giornata, la seconda edizione di Coming Soon, che è un progetto di Babel legato a giovani scrittori e scrittrici emergenti del Ticino, che ha anche una propagine in un lavoro di podcast che se volete sentire i risultati dell'anno scorso di questo podcast li trovate sul sito di Babel e su tutte le piattaforme, si chiama The Podcast Lab. Ora, arrivati a questo ultimo incontro, come dicevo nel discorso di apertura, è un festival che è stato un po' chiuso tra due parentesi di riflessione. La prima nell'incontro con Lorenzo Flabi, Sara Rossi Guidicelli e Massimo Gezzi, e poi durante i 2 giorni di sabato e oggi di domenica abbiamo ospitato scrittori e scrittrici di romanzi. E abbiamo visto, diciamo, declinato in modo reale il rapporto che ci può essere, i vari rapporti che ci possono essere tra la scrittura, e quindi anche l'arte, volendo in generale, e le questioni sociali o l'impegno politico, l'engagement, che dir si vuole, in tutte le sue varie sfumature. Benché la nostra ospite di stasera, Sandra Lucbert, abbia, credo, esordito con 2 romanzi. I don't know if it was your first published books, quindi ha esordito con 2 romanzi. Poi è passata alla saggistica e in questi anni, uno dietro l'altro, ha pubblicato 3 saggi che riflettono in maniera molto profonda e articolata sul linguaggio. Il linguaggio dei media, il linguaggio della finanza, eccetera, e il rapporto al linguaggio della letteratura. E l'ultimo libro pubblicato poi in particolare, che si intitola The Faire Voir, Littérature et Politique, quindi è proprio un libro sul rapporto tra letteratura e politica. Sono molto, molto felice che Fabio Pusterla abbia accettato di parlare con Sandra. Quando ho pensato che potesse essere l'interlocutore giusto, gli ho mandato i libri, gli ho parlato di Sandra Lucbert e lui è rimasto molto interessato da come gli ho spiegato questo tipo di lavoro che fa Sandra sul linguaggio, e Fabio ha letto i libri e mi ha detto sì, assolutamente ci parlo. E quindi mi fa piacere e vi lascio a Sandra Lucbert e Fabio Pusterla. Grazie. Bene, buonasera. Mi sentite bene? Funziona così? Bene. Buonasera a tutte e a tutti. Sono io che sono molto contento perché devo tenere d'occhio quello che ho scritto, perché come sentirete l'opera e la riflessione di Sandra Lucbert sono complesse, non è letteratura di pronta beva, per così dire, di facile consumo, e quindi devo, insomma, stare dentro i limiti di quello che ho preparato. Ma dicevo, ho cominciato a leggere la sua opera nella scorsa primavera, grazie appunto al suggerimento di Mattia Campagnoli, e ho continuato, si può dire, fino a oggi. L'ultimo libro l'ho letto poche settimane fa, con grande interesse e devo dire ammirazione. Anzi, posso dire che da molto tempo non mi capitava tra le mani qualcosa di così interessante da vari punti di vista. La riflessione politica sul mondo in cui viviamo, le non moltissime ma neppure infinitesimali prospettive di resistenza e di azione, e soprattutto la funzione che la letteratura può o non può, vuole o non vuole assumersi in questo contesto.
A ogni scrittore capita con una certa frequenza di dover rispondere a un interrogativo che può essere banale oppure può essere cruciale, a seconda di come vogliamo intenderlo. Qual è il ruolo dello scrittore nel mondo contemporaneo? Tanto nella sua opera narrativa, quanto nei 3 libri che Matteo ha ricordato poco fa, che sono più difficili da definire in termini di genere letterario. Sandra li chiama in francese dispositif, dei dispositivi che, come sentiremo, hanno lo scopo di smontare la realtà. Comunque, tanto dicevo nei suoi romanzi, quanto in questi libri così particolari, Sandra affronta di petto la questione e prova a fornire, se non proprio una risposta definitiva, comunque un orizzonte di riflessione che si potrebbe riassumere facilmente con un titolo recentissimo di un libro che è un libro, potremmo dire, quasi teorico, intitolato De faire voir, sottotitolo Littérature et politique. De faire voir. Se dovessimo tradurre in italiano, e spero che presto questo accada, che si possano leggere anche in italiano i libri di Sandra Lucbert, ma se dovessimo tradurlo adesso, un simile titolo, proporrei, invece di una traduzione letterale, comunque difficile, una soluzione più libera: fare svedere, così come Carmelo Bene, il grande Carmelo Bene, aveva avanzato a suo tempo il concetto di spensare, cioè modificare la percezione della realtà, la narrazione della realtà, smontando quella ufficiale e imperiale del neocapitalismo e dei suoi giganteschi apparati normalizzanti e mimetici. Smontare per ricostruire una diversa visione delle cose, una svista, appunto. In questa operazione di smontaggio, il bersaglio principale di Sandra Lucbert sarà il LCN, un acronimo per linguaggio del capitalismo neoliberale, luogo di mistificazione, di false figure e di una narrazione che si vorrebbe unica, indiscutibile e priva di alternative. Un esempio molto chiaro di questa attività critica, di questo smontaggio e ricostruzione della realtà, si trova nel primo di questi libri così particolari, intitolato Personne ne sort le fusil, del 2020, che affronta prima di tutto un processo da molti punti di vista cruciale nella storia della Francia recente, ma forse nella storia dell'Occidente più in generale, cioè il processo di cui qualcuno avrà memoria, France Telecom del 2019. E allora prima di tutto vorrei chiedere a Sandra di rievocare quel processo, la sua importanza e di spiegarci come ha cercato di affrontare una realtà così gigantesca e contraddittoria. Forse prima, leggendo, non mi ricordo più se abbiamo pensato di leggere prima un paio di pagine di questo libro e poi di spiegare come è nato. Bonsoir, merci beaucoup, merci à Matteo pour l'invitation, merci au Festival Babel. Je suis très heureuse d'être ici parmi des traducteurs et des traductrices. Je veux dire un mot à cet égard, je trouve que c'est un corps de métier injustement sous-estimé, j'en sais quelque chose. C'est très difficile de travailler avec des traducteurs qui ne sont pas experts dans leur domaine et qui ne sont pas capables de saisir vraiment ce que c'est que la langue d'un auteur. Et je suis très admirative des traducteurs et des traductrices qui font ce travail avec excellence. Donc merci à vous d'être ici aujourd'hui. Je dis un mot avant de lire des extraits, ceux qu'on a isolés avec Fabio. Peut-être pour donner une idée tout de même générale de ce que c'est que ce procès France Télécom dont il est question ici. Le procès France Télécom est inédit à divers points de vue. Premièrement parce que pour la première fois ont été jugés en France 7 dirigeants et anciens dirigeants d'une entreprise du CAC 40, ce qui est tout à fait inédit. Et ils ont été jugés et condamnés par ailleurs
pour répondre d'actes de maltraitance qu'ils avaient délibérément organisés dans des plans managériaux. Des plans que la langue du capitalisme néolibéral dont parlait Fabio appelle des plans d'ajustement salarial ou d'accompagnement du changement. Et qui en réalité sont des plans suffisamment violents pour, en l'occurrence, avoir déclenché sur la période jugée simplement, parce qu'il y a toute une période qui a été prescrite au moment du procès, sur la période jugée entre 2006 et 2010, pour avoir déclenché 19 suicides, et sur la totalité de la période, 60. Donc c'est pour vous donner une idée de la violence de la chose. Je vais vous lire le 3e chapitre de « Personne ne sort les fusils », qui est donc l'un de ces dispositifs, comme je dis, mais ce sont en fait des formes hybrides. Je ne dirais pas que ce sont des essais. Pour moi, c'est vraiment de la littérature. Mais c'est une littérature, on en reparlera plus tard avec Fabio, qui cherche une forme adéquate à son objet analytique. Donc, par conséquent, ça l'oblige à une forme d'inventivité qui ne lui permet pas de s'installer dans tel ou tel canon pour la durée complète du texte. Donc, je lis ce 3e paragraphe. Ce 3e chapitre, pardon. Le procès France Télécom est inédit. 7 dirigeants sont accusés de harcèlement moral à l'échelle d'une entreprise. C'est la première nouveauté. On incrimine une organisation du travail qui aurait nui à l'ensemble des salariés. Les prévenus dirigeaient une entreprise du CAC 40. C'est la seconde nouveauté. D'ordinaire, en France, on ne juge pas ces gens-là. Ils sont le PDG, Didier Lombard, le DG, Louis-Pierre Venès, le DRH, Olivier Barbereau, et complice présumé, Jacques Moulin, directeur territorial Est, ensuite promu directeur des ressources humaines France et directeur des actions territoriales Opération France, Brigitte Dumont, directrice du programme ACT, puis directrice du management des compétences et de l'emploi, Nathalie Boulanger, directrice des actions territoriales Opération France, Guy-Patrick Chenouvrier, DRH. Lui, il est absent des audiences pour cause de maladie. Il a fallu 10 ans d'instruction. L'ordonnance de renvoi fait 673 pages. 39 salariés se sont portés partie civile, 19 se sont suicidés sur la période considérée, entre 2006 et 2010. En 2006, les 7 prévenus ont initié les plans NEXT, Nouvelle expérience des télécommunications, et ACT, Anticipation et compétences pour la transformation, visant à faire partir 20% des effectifs de France Télécom en 3 ans. La violence de ces plans s'est comptée en morts, immolations, pendaisons, noyades, défenestration, suicide en réunion à l'arme blanche, suicide sur rail. Next et ACT, des réussites injustement ternies. C'est ce que l'ancien PDG Lombard déplore à la barre. Nos collaborateurs, dit-il, ont été privés de leur succès. Voilà une de ces choses qui font irrésistiblement penser à l'impensable. Cette parfaite indifférence aux souffrances et aux morts qu'expriment les accusés. L'autre, je cite encore, « Je n'ai fait que mon devoir ». Des prévenus, mon premier aperçu, de gauche à droite... Pardon, je continue alors qu'on avait interrompu la lecture à cet endroit-là. Donc, comme vous l'avez entendu, le texte redit à peu près ce que je venais d'expliquer. Le point particulier de ces violences, qui sont devenues très systématiques en France, mais je pense aussi en Italie depuis lors, puisque là c'était au début des années 2000, c'est qu'elles ont été délibérément menées pour éviter de mettre en place ce qu'on appelle un plan social en France, c'est-à-dire éviter de dédommager les salariés qui auraient été licenciés. Il s'agissait d'éviter les licenciements et de faire lâcher le statut de fonctionnaire, qui, comme vous savez, en France, est un statut qui garantit beaucoup de droits aux travailleurs, de leur faire lâcher sec ce statut sans rien en échange. Donc, bien entendu, il a fallu mettre en place des maltraitances très sophistiquées,
très élaboré sur le long terme, j'en parle pendant le bouquin assez longuement, pour que ces effets soient obtenus le plus sûrement. La raison de la violence de ces procédés, c'est qu'il s'agissait de rétablir les comptes de France Télécom, parce que toute l'origine de cette histoire, c'est la privatisation de la compagnie des téléphonies françaises, qui était un service public, et qui a été privatisée à partir des années 90, et l'entrée en bourse s'est soldée par une dette absolument colossale, parce que ça a été extrêmement mal fait par le personnage qui s'en est chargé, et il fallait donc trouver du cash flow, en l'occurrence, comme il le disait, libérer du cash flow d'urgence, 7 milliards en vérité, pour pouvoir remettre à flot la compagnie. Voilà l'origine de toute cette situation. Alors, la situation que je découvre, moi, en arrivant au procès, elle est très différente de celle à quoi je m'attendais et à quoi je crois on peut s'attendre lorsqu'on a le récit de l'extérieur de toute cette histoire. Parce que moi, je me disais, voilà des salariés qui ont pris leur destin en main, qui ont réussi à traîner en justice ces personnages affreux qui se permettent tout et n'importe quoi, et je vais assister à un retour de la justice sociale là où on ne l'attend plus. En fait, la situation était parfaitement inverse à ce que je viens de vous dire ici. Dans la salle d'audience, tout témoignait du fait que les prévenus, c'est-à-dire les 7 dirigeants, étaient ceux que le procès portait, ceux qui se trouvaient ici en position de domination, toujours et encore, tandis que les parties civiles, les salariés qui les avaient attaqués en justice et qui avaient toutes les preuves pour eux, continuaient d'être amenuisés. La différence des corps était très flagrante. On avait d'un côté des corps rebondis, des vêtements extrêmement onéreux, 17 avocats, ça c'est le côté des prévenus, et de l'autre côté, donc du côté des salariés, les personnes étaient extrêmement diminuées, en chaise roulante, dans des états physiques terribles, médiquées au dernier degré, ou alors c'était des proches qui venaient remplacer des personnes mortes. Donc vous imaginez le décalage, et il y avait à chaque fois 2 ou 3 avocats maximum contre 17 de l'autre côté. Donc, on était dans une situation de guerre des classes extrêmement pure chimiquement, si on peut dire, sans aucun tamis, alors même qu'on était normalement dans une situation où enfin la justice devait être rétablie. Donc, ceci s'est vérifié dans l'attitude des prévenus, vous l'avez entendu. Le président Lombard s'est illustré à plusieurs reprises par des propos expliquant que finalement, lui, il avait l'impression, et d'ailleurs, il a eu la Légion d'honneur pour service rendu à France Télécom, donc il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de glorieux, de grandiose, et en réalité, il se trouvait traîné en justice, il trouvait ça scandaleux. Même chose pour les autres prévenus, et pendant la totalité des débats, ils bâillaient, ils s'ennuyaient, ils regardaient leur montre, ils détournaient le regard quand les personnes leur semblaient dans un état trop lamentable. Bref, c'était vraiment extrêmement difficile à soutenir, la violence qui émanait d'eux. La raison pour laquelle, en tant qu'auteur de littérature, j'ai trouvé ma place à l'intérieur de cette situation, c'est que très rapidement, passé le moment de rage indescriptible dans quoi ça m'a plongé d'observer ça, j'ai vu ce qui causait la situation invraisemblable de retournement que je suis en train de vous décrire. Et qu'est-ce que c'était qui causait cette situation? C'est un phénomène de langage qui, en l'occurrence, transfigure un phénomène structurel. C'est que je voyais dans la salle d'audience, je voyais s'exercer les catégories du néolibéralisme partout dans la langue. Tout le monde parlait la langue du néolibéralisme, lors même que ce procès prétendait attaquer l'une des opérations princeps du néolibéralisme, qui est évidemment la privatisation, le massacre salarial qui l'accompagne, etc. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis dans mon livre que ce procès était représentatif d'un enlisement grammatical, parce que les débats devaient se tenir dans la langue qu'ils devaient accuser. En l'occurrence, les juges, même les avocats des salariés, les psychologues qui venaient à la barre, tout le monde parlait une langue qui légitimait les plans organisés par les dirigeants, alors même qu'on était censé les attaquer, les traîner en justice, faire apparaître leur violence. Autrement dit, un phénomène de langage collectif était en train d'annuler le procès qui pourtant avait bel et bien lieu. Je précise, si la question vous est venue à l'esprit, que la Cour était parfaitement exemplaire. Ils ont mené un procès extraordinaire, malgré ce problème que je suis en train de décrire, et ils ont condamné à la fin les prévenus, mais ils les ont condamnés dans des limites grotesques, parce que le droit français, plus ce que je viens de vous expliquer, ne permettait pas de les condamner davantage. C'est-à-dire que ces gens ont eu 15 000 € d'amende. Par exemple, le numéro 3, il gagnait 430 000 € par an. Donc vous imaginez ce que ça représente
représente pour eux? Rien du tout. Et du reste, ils ont fait appel. Et puis, leur carrière a continué dans la boîte. C'est-à-dire que, comme le disait Maître Tessonnière, l'un des avocats des parties civiles, la justice ne pouvait s'en tenir qu'à sa fonction expressive et non pas à sa fonction répressive. Elle n'avait, en quelque sorte, aucun pouvoir. Et l'entrave de tout cela, outre la limitation des outils du droit, sur lequel je passe parce que ce n'est pas notre sujet ici, c'était essentiellement ce phénomène de langage. Alors, il se trouve qu'en Italie, vous avez un penseur que j'admire par-dessus tout, qui s'appelle Antonio Gramsci, qui a travaillé sur ce que je suis en train de décrire, qui a travaillé dessus à la fois dans son principe langagier et dans son principe intellectuel. Antonio Gramsci appelle ça l'hégémonie, ce que je viens de dire, c'est-à-dire lorsque le sens commun d'une société, déposé dans sa langue, déposé dans la langue commune, incessamment répétée par la totalité de ses agents, en fait, engage toute cette société dans une direction générale qui, même si elle est générale, n'est en fait que l'expression de l'intérêt des dominants de l'ordre social ainsi dissimulé. Donc, moi, le travail que j'ai essayé de faire, ça a été de m'attaquer à cette hégémonie qui, comme toute bonne hégémonie, n'était pas du tout aperçue à ce moment-là dans la salle d'audience, et de m'y attaquer avec les outils de la littérature. Parce que c'est l'autre, pour moi, grand génie de Gramsci, qui, comme vous savez, a fait des études de linguistique, c'est que, de la même manière que Victor Klemperer dans l'Allemagne nazie, il a tout de suite compris que la langue était tout sauf négligeable dans les effets de production, de stabilité d'un ordre collectif. Et qu'une domination, pour perdurer, doit se déguiser, elle doit s'auto-défigurer, se faire passer pour l'intérêt collectif, là où en fait elle est l'intérêt de quelques-uns et écrase tout le reste de la population. Donc je me suis dit, ça, la littérature peut le faire. Parce que nous, travailler sur la langue, travailler sur ces mécanismes les plus inaperçus, parce que déposés dans la grammaire, dans les figures de style, dans le vocabulaire le plus employé, ça, c'est de notre ressort. Ce qui fait que j'ai laissé de côté toute la partie infrastructure. Un marxiste rigoureux aurait aussi travaillé ça. Moi, je faisais de la littérature, donc j'ai décidé d'essayer de comprendre comment cette langue fonctionnait et surtout d'essayer de lui ouvrir le ventre. Alors, c'est une des choses que j'avais l'intention de dire. Tu m'arrêtes, Fabio, si je vais trop loin. J'ai cherché Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, a une formule dans Critique et clinique que j'aime beaucoup. Il dit que la littérature trouve des extériorités dans la langue. Et je trouve que c'est tout à fait ça qu'il s'agissait de faire ici. Puisque la langue que nous parlions était celle qui corroborait la situation qu'il s'agissait de dénoncer, je me suis dit, cherchons avec la littérature à trouver des endroits depuis où cette langue, on puisse la faire parler. Et j'ai trouvé différentes techniques. Je ne vais pas me lancer dans l'exposé de toutes celles que j'ai utilisées, sauf si Fabio me demande certaines choses précises. Mais l'une d'entre elles, qui est celle que je voudrais évoquer ici, m'est venue en quelque sorte grâce à un autre auteur, cette fois-ci un auteur français qui s'appelle François Rabelais. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un auteur extrêmement connu du XVIe siècle français et François Rabelais a passé sa vie à réfléchir sur les formations institutionnelles des groupes sociaux. C'est très peu connu parce qu'en général, les gens connaissent la verve, le génie langagier de Rabelais et ils ont l'impression qu'il faisait un peu n'importe quoi. C'est tout sauf vrai. C'était un penseur de très très haut vol, mais il le faisait dans les moyens de la littérature. Et il se trouve que dans un de ses textes qui s'appelle Le Quart-Livre, le personnage principal, qui s'appelle Pantagruel, part avec son équipage visiter différentes îles qui seront autant de mondes sociaux découverts par ce petit équipage. Et à chaque fois, c'est l'occasion, entièrement glissée à l'intérieur d'une logique romanesque, hein, c'est ça le tour de force, c'est l'occasion de réfléchir à toutes les choses qui semblaient problématiques à Rabelais dans les institutions de son temps. Et un des épisodes est celui qui sert de départ un peu à tout le protocole du livre. Il s'appelle Les Paroles dégelées. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, en France c'est vraiment très très connu. Pantagruel à un moment donné découvre sur le tillac du bateau des dragées perlées de diverses couleurs, c'est la formule de Rabelais, et il se rend compte en les prenant dans ses mains que lorsqu'elles se réchauffent, les paroles qui étaient englaçonnées à l'intérieur de ces bouts de verre se libèrent et qu'on entend tout ce qui s'est passé au moment où un gros coup de froid a tout refermé et a en fait matérialisé les mots jusqu'à en faire des morceaux de glace. Et les paroles qui se libèrent à ce moment-là, ce sont en fait les bruits d'un combat
Donc évidemment, Rabelais raconte ça d'une manière merveilleuse. Je passe sur la reproduction sonore qu'il arrive à produire de tout ça. Les bruits d'un combat, donc, qui a eu lieu à ce moment-là et qui a été entièrement refermé. Alors dans le livre, j'ai procédé de la même manière. C'est-à-dire, j'ai pris les termes qui revenaient incessamment, les termes automatisés de la langue du capitalisme néolibéral, comme je l'appelle dans le texte, et j'ai essayé de les faire changer d'état. Au premier chef, le segment minimal de la langue de la liquidité financière, puisque c'est ça le régime de propriété qui caractérise notre capitalisme, qui est l'énoncé automatique sans cesse répété par les prévenus, par leurs avocats, par les médias, par toutes les instances de l'hégémonie, qui était « il faut dégager du cash flow » ou « il faut libérer du cash flow ». Autrement dit, le terme « flow », qui est le terme de la liquidité, je lui ai fait traverser des changements d'état à l'intérieur du texte jusqu'à faire apparaître le monde entier qu'il recèle. Et c'est pour ça que Rabelais marche très bien pour cette affaire, surtout jusqu'à faire apparaître la bataille qui s'est jouée dans les années 80 en France, mais vous avez l'équivalent en Italie, et qui a vu la victoire des capitalistes lorsqu'ils ont installé les structures de la finance déréglementée. Donc j'ai essayé de tout faire ressurgir en partant des mots qui étaient devenus des mots incompris de tous les agents qui les répétaient, sur la scène du texte, ce qui me permettait au passage de faire aussi apparaître les véritables coupables de cette affaire. Parce que bien sûr, les 7 dirigeants étaient coupables de ce qu'ils avaient fait, mais plus largement, il y avait tout le personnel politique qui avait déréglementé, il y avait le personnel politique qui avait privatisé, il y avait le premier PDG qui avait ruiné l'entreprise. Donc moi, je voulais que tous ces gens comparaissent, parce qu'ils ne comparaissent jamais. Et c'est pour ça que le texte s'appelle « Personne ne sort les fusils », parce qu'au terme de cette remontée, on arrive en 1985. 1985, en France, c'est le moment où la finance déréglementée est installée, avec une loi qui a un nom incompréhensible pour des gens comme vous et moi, des gens qui ne sont pas spécialistes de macroéconomie. Maintenant, moi, je le suis devenu, mais je me suis vraiment forcée à le faire. Ce terme, c'est « réforme des structures de financement de l'économie ». Personne ne sait ce que ça veut dire. Et boum, le tour est joué. Les structures sont installées. Ensuite, tout va jouer dans cette direction jusqu'à la scène que je vous ai décrite tout à l'heure, 2019. Des gens qui ont martyrisé jusqu'au suicide 120 000 salariés sont dans une salle d'audience où on doit les juger et ils triomphent parce que les structures ont installé un monde à leur image dont ils sont les desservants et qui nous détruisent en toute impunité. Voilà, donc c'était ça le principe. Fabio a parlé de la manière dont j'envisage la littérature. Pour moi, la littérature a des armes, la littérature sait faire des choses que seule elle peut faire et qui participent à la possibilité de démanteler tout ce qui nous tient sans qu'on puisse le combattre d'ordinaire. Grazie, avevo preannunciato. Vi avevo preannunciato una densità di pensiero e di riflessione, credo che la dimostrazione sia stato questo discorso notevole di Sandra. Un secondo esempio che va nella stessa direzione ma che affronta un'altra zona problematica del nostro presente è rappresentato dal libro più recente intitolato Le ministère des comptes publics. Ah, ma j'ai oublié, il fallait faire une autre lecture. Ah oui. Prima di dire quello che sto dicendo c'è un'altra lettura del libro precedente. Alors c'est le chapitre qui suit immédiatement celui que je vous ai lu tout à l'heure. En réalité, comme ce sont des textes hybrides, c'est très difficile de choisir des extraits. On a eu beaucoup de mal avec Fabio parce qu'il y a beaucoup d'inventions partout et on ne sait pas comment choisir des extraits représentatifs. Donc on a choisi les extraits du début parce qu'ils installent la situation. Donc je vous lis ce chapitre 4. Au procès France Télécom, le monde jugé est le nôtre. Le monde qui juge est aussi le nôtre. Le monde jugé est celui depuis lequel on juge. Toute notre mécanique sociale devrait comparaître. Et c'est impossible, parce que nous sommes à l'intérieur. Elle dicte nos présupposés. On ne la voit pas, c'est par elle qu'on voit. Ainsi, le tribunal est intérieur à ce qu'il juge. Il parle la langue qu'il accuse. Je parle aussi cette langue. Mais je trimballe avec moi quantité d'états de langage. C'est ce que fait la littérature aux gens qui la pratiquent. Elle impose un écart permanent avec tout ce qu'on dit.
Je parle la langue collective, mais contestée par une cacophonie intérieure. Au quotidien, ce carambolage provoque surtout des heurts avec les institutions où se parle fanatiquement la langue générale. À l'occasion du procès, ça pourrait servir à s'examiner depuis un dehors, ce que la justice, ici, ne peut pas faire. Pour ça, il faut monter un appareil optique, de quoi voir en prose. Il s'agit de donner des yeux à la pensée, ou du moins meilleure vue par des combinaisons de mots qui fassent projecteur, lunettes ou loupe. À la façon des oculistes, le traitement par la prose n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit « Maintenant, regardez ». Et voici que le monde nous paraît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair, dit Proust. Étonné qu'on le félicite d'avoir employé un microscope dans la recherche, alors qu'il a utilisé un télescope pour dégager les lois sociales. Les lois sociales se voient dans tout, se disent partout. J'ai moi aussi pour objet ce qui est invisible par trop de présence. Il me fallait bricoler de ces télescopes-microscopes qui puissent faire apparaître ce que nous ne voyons pas. Et comme ce n'est pas chose facile, je suis allée chercher de l'aide chez quelques fameux opticiens prosateurs, à quoi j'ai ajouté tout ce que je pouvais moi-même fabriquer pour étendre la surface visible, pensable, des mécanismes qui nous meuvent. Il se confirme que le traitement par la prose n'est pas toujours agréable. Merci. Dicevo che un secondo esempio che va nella stessa linea ma che muove dall'analisi di un'altra zona problematica della società contemporanea è rappresentato da questo recentissimo Le Ministère des Comptes Publics, che è apparso pochissimo tempo fa. Qui la critica, cioè il défaire voir di Sandra, si concentra su una delle narrazioni più frequenti e devastanti del nostro presente, in Francia come in Italia, come in Ticino. Il mantra del, virgolette, debito pubblico che è un male, chiuse le virgolette, da cui discendono le politiche economiche che ben conosciamo, il progressivo smantellamento dello Stato sociale e così via. Forse ancora di più che in Personne ne sort le fusil, in questo libro il bersaglio dell'autrice è il linguaggio del neocapitalismo e i suoi tentativi potentissimi di costruire una coscienza diffusa e indiscutibile, entro la quale le cose stanno così e basta. L'argent, cito un brevissimo passo in francese, credo che capiate tutti, l'argent doit aller à l'argent, il faut cesser de gaspiller dans des infrastructures et des services publics. Agir, c'est corriger la démocratie, c'est la discipliner par les marchés. Ecco, chiederei a Sandra anche in questo caso di spiegarci come è nato questo libro e di raccontarci quello che può dirci, insomma. Alors, je me rends compte que je n'ai pas expliqué d'où vient l'angle du capitalisme néolibéral, ce qui me semble dommage. Tout à l'heure, je l'ai cité, mais sans expliquer davantage. Parmi les techniques que j'ai employées, il s'agissait, mais ce n'est pas à des traducteurs que j'aurais à expliquer ça, de percevoir nettement les contours de la langue dont on parlait. C'est-à-dire déjà de savoir où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, cette fameuse langue qui crée la direction générale. Et pour ce faire, j'ai pris exemple sur ce qu'avait fait Victor Klemperer, que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de son travail. Victor Klemperer, lui, malheureusement pour lui, vivait pendant le Troisième Reich. Il était linguiste et il a entrepris de qualifier la langue des nazis, langue qu'il a vu apparaître, qu'il a vu gagner du terrain, qu'il a vu finalement complètement mesmériser la totalité de la population allemande, jusqu'à ce que tous les principes nazis deviennent une sorte de slava de soi, y compris pour des gens qui étaient dans son entourage, qui étaient des gens de gauche, etc. Donc c'est tout à fait terrifiant, je vous conseille de lire ce livre, hein, c'est un livre exceptionnel. Et Klemperer a cette parole que je trouve très impressionnante au début du livre, où il dit que pour lui, nommer cette langue,
c'est comme avoir un balancier quand on est funambule. C'est le balancier auquel il se tient et le balancier qui le tient, et c'est la seule manière pour lui de traverser l'épreuve. Je rappelle que Klemperer était juif, donc lui, c'était sa vie qu'il risquait tous les jours, et c'est ça qu'il a entrepris de faire. Il a entrepris de décomposer cette langue, d'en comprendre les mécanismes et de faire surgir les logiques qui inévitablement viennent de ce que cette langue se routinise. Alors lui, il a appelé cette langue, la langue des nazis, il l'a appelée la langue du Troisième Reich, en latin, lingua tertii imperii, pas par pédantisme, hein, il a fait ça pour opposer une sorte de muraille culturelle à la bêtise absolument atroce qui était en train de contaminer tout le monde. Et du coup, en hommage à Klemperer, j'ai fait la même chose. Donc cette langue, je lui ai donné un nom, langue du capitalisme néolibéral. Et comme lui, j'utilise parfois l'acronyme LCN ou la version latine, Lingua Capitalismi Neoliberalis. Voilà l'explication de cette appellation qu'on utilise depuis tout à l'heure. Cependant, c'est une introduction à ce qu'il s'agit d'expliquer maintenant. Cette langue, elle a des compartiments. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la finance a deux branches en fonction des deux types de marchés qui s'activent. Il y a la branche des marchés d'actions d'un côté et la branche des marchés de dette de l'autre. Et les deux branches agissent sur nos existences de manière fracassante. Celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est la branche actionnariale. C'est la branche qui détruit les entreprises privées, surexploite les salariés selon la fluctuation des désirs actionnariaux. Et donc, qui doit obtenir une surproduction permanente, puisqu'il faut obtenir de la profitabilité. Il y a une deuxième entité, la branche de la finance qu'on appelle obligataire, mais c'est la finance des entités publiques, des États, et qui s'occupe de leurs dettes. Et cette branche-là, c'est celle qui détruit les services publics. Alors, les deux ont leur version de la LCN. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on commence à vraiment analyser, on se rend compte qu'en fait, elles ont leurs adaptations. Je m'explique rapidement. Dans le premier cas, celui que je vous ai raconté pour France Télécom, il faut faire avaler aux salariés leur surexploitation. La transformation dans la langue va du coup avoir recours à un registre épique. Donc un registre épique, vous voyez ce que c'est qu'une épopée, ou un registre de gestes chevaleresques, c'est-à-dire les exploits de vaillants personnages. Ici, les vaillants personnages sont les capitalistes. On essaye de ne pas rire. Mais donc, en l'occurrence, il s'agit, par le registre épique, d'aligner les salariés sur l'intérêt des capitalistes, alors même que ça n'est pas du tout dans leur intérêt. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, il faut libérer du cash flow. Je le travaille pendant tout le texte. C'est aussi pour ça que j'utilise Rabelais. Parce que Rabelais a fait toute son œuvre sur le pastiche de l'épopée dans le quart-livre ou de la geste chevaleresque dans les autres textes qu'il a écrits. Et de la même manière, moi, j'essaye de travailler parodiquement cette épopée, mais qui n'est même pas une épopée crédible au départ. Moi, je l'appelle la concunovation dans mon texte. C'est un mot valise que je fabrique à partir de concurrence et d'innovation. Et donc, cette épopée ridicule, il s'agit de démonter son langage. Mais pour enrôler les salariés, c'est très efficace de leur servir un discours à base d'exploits, d'entreprise qui doit parvenir à dépasser ses concurrents pour éviter les OPA et ci et ça. En revanche, pour la finance des dettes publiques, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que ce qu'il s'agit de faire avaler, c'est simplement qu'on perd tout. On perd l'hôpital, on perd l'école, on perd l'électricité et le gaz comme service public, on perd les services judiciaires, on perd les services audiovisuels. Si vous voulez, en France, c'est une sorte de vaste carnage dont vous avez par ailleurs vos équivalents ici. Donc, comment est-ce qu'on fait avaler ça aux gens? Là, on ne peut pas servir une épopée, ça ne marche pas du tout. Donc, le segment de langage que Fabio a évoqué, c'est un segment de langage qui replie un discours, cette fois-ci, centré sur la peur et la morale. C'est les seuls moyens de faire passer la pilule cette fois-ci. Et la peur et la morale, comme vous le savez, c'est le registre du conte pour enfants. Donc la dette publique, c'est mal, que j'écris en un seul mot. C'est l'équivalent de « il faut libérer du cash flow » pour la seconde branche. Et « il faut libérer du cash flow », je l'écrivais relié par des tirets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je matérialise le fait que ce sont des blocs-sens, que ça circule tout seul et que tout est replié à l'intérieur. C'est la même chose que les glaçons de Rabelais. Donc ici, j'ai par conséquent essayé de travailler ce registre-là, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, la question, c'est qu'est-ce que la littérature peut faire avec tout ça. Il ne s'agissait pas de faire une proposition analytique. Et
Pour décomposer ce registre, j'ai utilisé là aussi plusieurs stratagèmes. Fabio m'a proposé de lire un extrait qui m'amène à vous faire connaître l'un de ces stratagèmes. En fait, le livre est conçu comme, comment vous dire, j'utilise l'interprétation des rêves de Freud comme analogie pendant la totalité du texte. Parce que quand je me suis mise à l'écrire, je me suis rendu compte que le discours de la dette publique est tellement baroque et aberrant, vraiment, l'autre aussi, hein, mais celui de la dette publique, c'est encore plus comique, qu'on se demande comment une telle chose peut tenir debout, et que ça m'a tout de suite fait penser au discours des rêves. Par association d'idées, j'ai tout de suite pensé à ce que Freud raconte sur les rêves. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de psychanalyse, donc je dis rapidement ce qu'il en dit. Freud explique que les rêves sont l'expression de motions pulsionnelles réprimées à l'état de veille et qui se libèrent la nuit parce que la censure s'abaisse. Simplement, il explique aussi que la libération est toute relative parce que tout ceci doit rester défiguré, sauf à provoquer le réveil du dormeur. Alors, j'ai utilisé ça comme analogie de notre situation. Lui, il distingue le contenu latent, la pulsion qui se exprimait, et le contenu manifeste, la manière dont le rêve exprime cette pulsion. Et le contenu manifeste, lui, il appelle ça un déguisement, parce que ça ressemble à un truc complètement baroque. Le tout, dans l'esprit de Freud, c'est de déjouer la censure. Et dans mon analogie, l'idée, c'est de dire que le néolibéralisme, c'est l'équivalent fonctionnel d'un rêve pour les capitalistes, puisque, comme vous le savez, le capitalisme avait été réprimé après la Deuxième Guerre mondiale par un certain nombre de législations et d'institutions qui refaisaient basculer le pouvoir en partie du côté des travailleurs. Et la grande contre-révolution du néolibéralisme, c'est d'avoir peu à peu défait toutes ces répressions jusqu'à être complètement libéré dans sa pulsion pronatrice d'extraction illimitée du profit, etc. Donc, pour les dominants, pour les capitalistes, le néolibéralisme, c'est comme un rêve merveilleux. Et là où l'analogie continue de fonctionner assez bien, c'est que si de leur côté la censure se lève, il faut toutefois raison garder, c'est-à-dire il faut continuer à avoir une défiguration, sauf à provoquer notre réveil. C'est ici que j'installe l'analogie. C'est-à-dire le corps social doit se voir servir une version, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'hégémonie, se voir servir une version complètement défigurée, infigurée des opérations réelles qui lui sont infligées, sans quoi les gens se mettraient immédiatement en mesure d'organiser une résistance collective, structurelle, qui serait capable d'attaquer ces choses qui sont en fait en train de détruire la totalité du corps social. Donc c'était ça mon hypothèse de départ. Et du coup, tout le livre est construit comme un démontage de rêve dans Freud. Au centre du texte, il y a un exposé, une sorte de pastiche, c'est-à-dire non, en fait, vous savez, j'oublie toujours que je parle à des traducteurs. Il y a un pastiche d'études des rêves psychanalytiques. Donc mon faux psychanalyste étudie les rêves des capitalistes dans le néolibéralisme et essaye de dégager le contenu latent de ces rêves. Et les rêves en question, c'est l'ensemble du discours qu'on a démonté pendant le reste du texte. Alors je dis un mot là-dessus avant de lire l'extrait que Fabio m'a proposé. Fabio m'a proposé de lire l'extrait où le psychanalyste développe le contenu latent, c'est-à-dire la visée pulsionnelle des capitalistes lorsqu'ils fabriquent toute cette situation des marchés qui prêtent aux États et qui leur en fait les empêchent de faire des politiques sociales. Le reste du livre, cette fois-ci, démonte vraiment les figures de style qui sont au principe de la dette publique, c'est mal. Ce que je n'avais pas fait dans le premier. Dans le premier, je m'étais occupée uniquement du lexique. Et cette fois-ci, j'ai démonté les 6 figures de style de la dette publique, c'est mal, et également les 4 groupes porteurs de ce discours. C'est-à-dire que c'est toute la scène discursive que j'essaye de faire comparaître. Et pour ce faire, je me suis appuyée sur un objet médiatique. Parce que, comme vous le savez, l'hégémonie, il lui faut des infrastructures pour circuler, et les médias en sont une par excellence, en particulier les chaînes d'information en continu. Là, c'est un reportage que j'ai trouvé sur le service public français, et c'est un reportage sur le service public qui nous explique que la dette publique, c'est mal, et qu'il faut évidemment détruire les services publics, parce qu'il faut faire des économies. Donc, ce reportage s'appelle « Dans le piège de la dette ». Comme vous le voyez, dans le titre est déjà impliquée la démonstration.
Et dedans, si je l'ai choisi, c'est parce que c'est un reportage tout à fait exemplaire. Dedans, on a toute la syntaxe de La dette publique, c'est mal, et on a également les personnages types qui portent ce discours. Pour sa syntaxe, moi, je dégage 6 figures de style. Je ne sais pas si j'entre dans la précision. Et puis 4 groupes porteurs. Donc, je vais vous lire la partie d'exposition du contenu latent du rêve néolibéral qui se trouve défiguré par les opérations de langage de La dette publique, c'est mal. Extrait, page 14-15, Clinique capitaliste, Gaëtan Clérambault, PUF, Presse universitaire de France, 2021. Parole d'inconscient. Au commencement, il y a l'État à dépouiller. Notre plus grand désir, l'évider, le remplacer, autant qu'on peut, par le marché. L'État est incapable. Tout ce que fait l'État, il le fait mal. C'est sa nature d'État. L'URSS nous l'a assez montré. On n'a jamais fait mieux que l'entreprise privée. Que l'État cesse de vouloir faire ce qu'il ne sait pas faire, qu'on laisse l'entreprise faire à sa place, puisqu'elle sait tout faire. C'est une question de bien public. Le bien public est une bonne affaire pour le privé. Extension du territoire de la marchandisation, avec l'école, les hôpitaux, les prisons, les transports, l'électricité, avec le chômage, les retraites, la sécu, qu'on nous laisse faire. On fera de l'argent. Un dépouillement, ça s'organise. Comment transforme-t-on la dépense publique en chiffre d'affaires privé? C'est tout simple. On dit qu'il faut la réduire et de la place est faite pour le marché. Comment justifier qu'il faille la réduire? C'est tout simple. On fait du déficit. Comment faire du déficit? C'est tout simple. On dit les Français ont un sujet avec l'impôt et on baisse les impôts des riches. Le déficit se creuse, c'est mécanique, c'est terrible, c'est merveilleux. À force de déficit, la dette augmente, c'est très mal, c'est tout à fait ce dont nous avions besoin. Désormais, c'est ainsi, nous n'avons plus le choix. Pour réduire la dette, il faudra réduire les dépenses. C'est comme ça, il n'y a plus de recettes. De toute façon, les marchés financiers nous y obligent. C'est justement pour ça que nous les avons installés, pour ne plus avoir le choix du tout. C'est la démocratie qui entretient l'idée stupide qu'on pourrait avoir le choix. Instituer les marchés, la discussion est close. Après, on peut dire les marchés demandent, les marchés exigent, les marchés s'inquiètent, les marchés commandent. Fin de la palabre. Que veulent les marchés? C'est tout simple. Ils veulent la félicité des patrimoines. Un patrimoine heureux ne peut pas diminuer. Un patrimoine est heureux s'il augmente. Dans un patrimoine heureux, il y a des titres de dette publique. Pour que ce patrimoine heureux puisse le rester, il faut qu'il soit remboursé avec intérêt. On ne laissera pas l'État faire défaut, on ne laissera pas l'État s'approcher des points où il pourrait faire défaut et risquer de ne plus payer sa dette. L'État doit être fiable pour ce qui touche à nos profits. Alors les marchés surveillent les États, leur font répéter « la dette publique c'est mal » et « cessons d'arroser le sable ». Le défaut s'éloigne, les marchés approuvent, les titres de la dette publique s'apprécient, les patrimoines se félicitent. Ivresse. L'État diminue, les profits augmentent, les patrimoines aussi, et les riches sont 2 fois plus riches. C'est mécanique. Il suffisait d'imposer les marchés financiers. On peut tout avoir. Il suffit de tout prendre. Merci. Grazie molte per questa lettura, credo chiarissima. Complemento di informazione, il grandissimo libro, anche molto grosso fisicamente, di Victor Klemperer, che ha citato Sandra, esiste anche in italiano, è stato tradotto, come molti di voi ricorderanno, da Anna Ruchat. Non mi ricordo l'editore, ma insomma si può trovare. Avrei pensato adesso di offrire a Sandra un altro spunto che per la verità ha già ampiamente anticipato, per arrivare al libro più teorico, diciamo così, che ho citato all'inizio, De faire voir, littérature et politique, cercando di sviluppare questa idea titolo, ma è questo che in fondo ci ha già fatto capire molto bene, forse tenendo presente 2 o 3 passi di questo libro che avevamo scelto insieme.
leggendo 2 o 3 pagine e forse commentandole brevemente. Oui. Quand même un mot d'introduction parce que cette fois-ci, comme l'un des grands sujets de ce livre-ci, c'est la question de l'articulation entre le discours analytique et le discours littéraire. Je fais cette petite introduction parce que ça va beaucoup tourner autour de ça. Pour une raison simple, je ne sais pas si c'est ainsi en Italie, mais en France, comment dire, depuis les avant-gardes du début du XXe siècle, s'est installée l'idée insistante que malheureusement certains excès de la littérature socialiste dans les années 70 ont un peu entériné, l'idée insistante que le travail formel en littérature ne pourrait pas s'accommoder d'une intelligence politique. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre-ci, qui effectivement est fait de 3 textes, dont chacun des 3 est un gradient différent du mélange ou pas entre théorie et littérature. Donc il y a un texte de pure théorie, c'est là que Fabio a choisi les extraits. Il y a un texte de pure littérature, et puis il y a un texte entre les deux, où les deux sont mélangés. Et il s'agissait pour moi de faire la démonstration que toutes les combinaisons sont possibles et que le travail formel reste au cœur de tout ce qui est proposé, même quand on a des idées politiques précises, en l'occurrence matérialistes, social-historiques, sur les situations dont on parle. Voilà. Donc là, je vous lis un extrait du premier texte, qui est l'expression de ce positionnement théorique dont je viens de vous parler. Pour produire du contre, qui ne soit pas un compartiment du pour, il faut construire, non pas de la représentation mimésis, mais une figure. Qu'est-ce qu'une figure? C'est une autre découpe des éléments du monde, et par-dessus tout, leur agencement, leur présentation dans une autre mise en rapport. Autre, par rapport au câblage qui nous organise collectivement, qui constitue nos catégories et leur liaison par défaut, notre transcendantal politique, en quelque sorte. Avec Gramsci, on dira l'hégémonie, la direction générale d'une société. Certes, l'hégémonie, à sa manière, livre sa figure. Elle nous propose en sous-main ses catégories, sa découpe du monde, ses rapports entre les éléments découpés, son transcendantal politique. Néanmoins, cette figure-là est une figure dégradée, prise et malaxée dans le ressassement dominant qui s'enfonce dans l'évidence. Au contraire de la narration plane, qui y reste collée, les opérations formelles produisent des figures nouvelles, autrement dit des redispositions. L'inverse de la représentation plate, qui, colonisée par les épiphénomènes, reste prisonnière du cadre hégémonique. Représentation y est alors à entendre au sens strict, répétition de la présentation par défaut. En principe, ce qui fait l'art et la littérature, c'est l'arrachement au système d'évidence. Or, ces derniers se ratifient dans la langue. S'il y a un voir commun, c'est parce qu'il y a une langue commune, incorporée par tout un chacun. Affaire d'éducation d'abord, de participation et d'exposition à son ressassement ensuite. Ainsi, le langage a-t-il partie liée avec l'imposition ou la contestation d'un ordre politique? Il n'est évidemment pas question ici du doudou bourgeois, le débat. Il s'agit de l'organisation même des circulations langagières, des catégories véhiculées et véhiculantes qui, de toute façon, tordent le débat. Elles décident du dissible et de l'indicible, du pensable et de l'impensable, des positions de problèmes et des évacuations de problèmes. Cela même, donc, que la littérature travaille. Elle a les mains dans le langage et ses images, dans leur concaténation, dans cette matière qui fait le voir hégémonique. Elle peut y attenter, le démantibuler, ouvrir de nouveaux voirs. S'il y avait une maxime de l'art, ce serait « au revoir ». Congé donné au voir hégémonique, un voir inédit offert à notre regard réformé, jusqu'au réagencement suivant. Faut-il le préciser, réagencer ne relève pas du dessillement, de la révélation ou de la prise de conscience. Encore des corrélats du mythe personnel, dirait Lacan, de la littérature politique écrit avec des tirets entre les mots. Que ces prétentions exorbitantes
fasse cortège à la littérature de posture, on n'est pas étonné. En revanche, les objecter à tout texte qui entreprend de bouleverser les enchaînements automatiques, c'est rester captif d'un de ces enchaînements. Il n'est pas nécessaire de penser les redispositions langagières et imaginaires comme des manœuvres grandioses qui ouvriraient les yeux du lecteur. Des effets d'aperception, idées et affects sont possibles hors du voile déchiré aristotélicien. Transformer le maillage signifiant, c'est de facto modifier ce qu'il permet d'attraper, le plus souvent au long de dérives à bas bruit. Convenons alors qu'au plein sens du terme, figurer consiste à s'extraire des figures dégradées du c'est ainsi, de ces malfigurations et infigurations, car le transcendantal hégémonique dispose aussi en effaçant. Figurer est un geste d'écriture qui pense, en l'occurrence le social historique. Rien de plus, rien de moins. Voilà, donc je vais essayer de commenter. Je ne sais pas si je peux redire des choses très différentes de ce que j'ai écrit et que je viens de lire, mais peut-être dire un mot sur cette affaire de transcendantal politique. C'est une petite provocation, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre en italien. Transcendantal, c'est le terme qu'utilise Kant dans la critique de la raison pure. Vous savez, Kant a beaucoup réfléchi sur les cadrages et les catégories qui font qu'on peut saisir le réel pour s'en faire une réalité commune. Et chez Kant, c'est le temps, l'espace, la contingence et la nécessité. Et il considère qu'elles sont données a priori. C'est ça qu'il appelle le transcendantal. C'est ce qui nous permet de saisir ce qui nous entoure, le divers empirique. Et moi, vous l'avez compris, puisque j'en fais un synonyme de hégémonie, je pense, avec toute l'école française de sociologie, je ne suis pas toute seule, avec Durkheim, avec Marcel Mauss, avec Bourdieu, bien sûr, avec Michel Foucault, je pense que les catégories, les formes de connaissances, comme dirait Marcel Mauss, par lesquelles nous saisissons le réel, sont toujours des productions sociales. Elles ne tombent pas du ciel, elles se fabriquent collectivement et par conséquent, nous pouvons aussi les transformer. Ça a des implications considérables, l'air de rien. Ce n'est pas juste des jeux de mots qui se glissent ici, l'air de rien. Par exemple, on a le même problème avec Jacques Lacan en France. Je ne sais pas si vous voyez, Jacques Lacan, le psychanalyste très fameux. Jacques Lacan, il dit le symbolique, comme Kant dit le transcendantal. Et le symbolique, chez Jacques Lacan, comme tous les structuralistes de sa période, c'est une chose un peu intangible, intemporelle, par conséquent impossible à modifier. Donc moi, tout ça, ça ne me convient pas du tout. Et moi, je pense que ce qu'il s'agit de faire, c'est de ramener dans l'immanence toutes ces catégories pour pouvoir les retravailler. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de Kant. J'ai fait exprès de le mettre ici. Et les ramener dans l'immanence, je donne des exemples parce que, comme vous l'avez compris, moi je travaille surtout sur les structures capitalistes, donc les catégories capitalistes telles qu'elles organisent notre existence. Mais dans un livre que je fais paraître en janvier, j'ai travaillé sur les structures du genre, qui fonctionnent exactement de la même manière. Masculin-féminin, c'est une organisation du réel qui est produite par les sociétés et qui induit, comme les femmes de cette salle le savent particulièrement bien, un certain nombre de subordinations et de processus de désagrégation et d'infériorisation mécaniques. Mais ça peut se transformer parce que ce sont les sociétés qui ont décidé de s'organiser comme ça. Même chose pour les catégories racistes. En fait, toutes ces structures peuvent se modifier. Ce qu'il importe de faire, c'est apercevoir les structures, apercevoir la mécanique langagière par laquelle elles sont banalisées, avalisées, renforcées, toujours la même histoire. Et ce que je dis ensuite dans l'extrait que je viens de lire, c'est... Alors pareil, je ne sais pas si la référence pour vous est évidente lorsque je dis qu'il ne s'agit pas pour autant d'être dans une idée de la prise de conscience. Ici, j'attaque plusieurs choses différentes qui, en France, sont très prégnantes. D'abord, nous avons des auteurs comme Victor Hugo. Donc là, je pense que tout le monde voit le type de personnage qui se posait en figure de prophète. J'aime beaucoup Victor Hugo, ce n'est pas une critique que je lui adresse, mais c'était vraiment des auteurs qui avaient la conviction que les auteurs de littérature étaient des mages, qu'ils étaient une sorte d'avant-garde qui menait les masses, enfin c'était pas les masses à l'époque, c'était le peuple, vers la lumière. Je ne pense pas du tout ça. Je pense que l'idée du magistère de l'auteur de littérature est totalement catastrophique, qu'elle produit des postures et en aucun cas des efforts politiques intéressants dans le médium de la littérature. Mais
Et, pardon, justement, je voulais ici signaler que je n'étais pas dans cet état d'esprit, pas davantage dans un état d'esprit de la grande tradition marxiste où il s'agirait d'ouvrir les yeux des spectateurs, des lecteurs, etc. Tout ça, c'est de la suite du magistère. Je ne pense pas du tout que ce soit de ça dont il s'agit. Ce que je pense, en revanche, c'est que les auteurs de littérature, c'est ce que je vais dire dans l'extrait suivant que Fabio m'a proposé de lire, doivent, comme les autres, comme le reste du corps social, et les artistes en général doivent, comme le reste du corps social, se mettre en mesure de comprendre ce qui les tient politiquement, si on veut que leur littérature, leur art, puisse enfin nous aider dans la lutte collective qu'il s'agit de mener de toute urgence, puisque je vous rappelle que le capitalisme, maintenant, nous amène vers notre fin par le climat, cette fois-ci. Donc, de toute façon, on va tous finir cramés. Donc, il semble qu'il soit assez nécessaire de s'activer très rapidement, sans même parler de l'arrivée du fascisme. Donc, je vous lis. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais plus la page, Fabio. 28. 28. Et malheureusement. Oui, oui. Malheureusement, pour résister aux lignes de plus grande pente, pour perturber le transcendantal politique, la littérature toute nue ne se suffit pas. Il faut comprendre l'objet social historique, en passer au préalable par un démontage analytique. Il vaut mieux insister, préalable, pas comme une fin en soi, condition de l'intelligence de l'objet, mais aussi condition pour que la forme suive. Début des opérations littéraires, quand la littérature investit la redisposition analytique et agence ses mises en rapport à elle, qui exprime les rapports intelligés. Exprimer n'est pas restituer. Les procédés de la littérature ne sont pas ceux des sciences sociales. Ils relèvent d'un autre régime de la pensée, décidément le lieu névralgique de cette discussion. Dans cette affaire de littérature politique, les pensées se soutiennent les unes les autres avec leur manière propre. En métabolisant l'analyse, la littérature fait émerger tout autre chose, inaccessible aux sciences sociales, qui lui ont pourtant donné son intelligence première, autre chose qui, justement, tient à ce que la littérature travaille dans et par la langue. Tout à leur visée de clarification discursive, les sciences sociales procèdent par déplis, exposition ordonnée, progression linéaire. Le langage est leur honnête outil. Elles y ont un rapport utilitaire. La littérature, elle, lui est coextensive. Le langage la travaille autant qu'elle le travaille. Elle y procède par court-circuit et télescopage, organisée cependant. Une organisation qui n'est pas celle des sciences sociales. Or, l'écriture automatique, il y a toujours une organisation. À la fin des fins, pourtant, ce qui fait un texte de littérature, c'est que la machine langagière a pris les manettes. Mais à partir de quoi les prend-elle? Est-ce à partir du vieux fond touillé ou d'une nouvelle intelligence de l'objet? Ce que nous savons, au moins depuis Lacan, c'est que la langue a ses circuits qui la font aller toute seule. La moindre des choses, néanmoins, c'est que la littérature, dont cette aller toute seule est le matériau, soit capable de la faire aller un peu autrement, un peu ailleurs. Grazie molte. Merci beaucoup. Ci stiamo avviando alla fine di questo incontro così denso e cercherò di riunire in una sola due, non proprio domande, due spunti di riflessione. Il primo riguarda il fatto che abbiamo parlato di questi tre libri, i due dispositif, di cui avete capito bene il senso, e questo de faire voir, che li riunisce in un pensiero più teorico. Vous entendez? Ah. Solo un istante di resettaggio. Sarà meno? No. Allora, dicevo, il primo dei due spunti riguarda il fatto che oltre ai libri di cui abbiamo parlato e ascoltato le letture, Sandra ha scritto anche due romanzi. Non abbiamo il tempo per parlarne diffusamente. I due romanzi si intitolano Mobile, che è il primo, credo, il suo libro d'esordio, e
La Toile, che invece è apparso alcuni anni dopo, cioè non molti anni fa. Due romanzi molto diversi l'uno dall'altro. E quando abbiamo discusso a distanza, via mail, di questo incontro, Sandra mi ha detto che il primo romanzo, Mobile, che a me, se devo dire la verità, è piaciuto proprio molto, lei lo ritiene un romanzo ancora privo della prospettiva politica che abbiamo ascoltato poco fa. In effetti questo romanzo Mobile, di cui non posso fare il riassunto, ma mette in scena una serie di personaggi, siamo ai margini della grande città di Parigi, della metropoli. Ognuno di questi personaggi, che sono giovani, vive in parte per scelta, in parte per condanna sociale, una sorta di marginalità, una comune artistica di squat, una giovane, la protagonista, che decide di provare a entrare nella scuola pubblica e insegnerà in una scuola media di una banlieue, e altri ancora di questo tipo. Quello che esce da queste molte marginalità problematiche e drammatiche è lo specchio che credo tutti noi abbiamo di fronte quando pensiamo al nostro modo di esistere oggi, cioè la possibilità, l'unica possibilità di sopravvivenza nel costruire piccole reti di, si diceva una volta, resistenza umana. Non è una prospettiva particolarmente entusiasmante, ma è l'unica, sembrerebbe, che esca da questo romanzo. Invece il secondo è un romanzo assolutamente non riassumibile, La Toile, è un romanzo tutto costruito attorno a una serie di scambi di email, in cui entra però, in un modo che forse ci vorrà spiegare Sandra, anche la riflessione sulla intelligenza artificiale. E c'è un passaggio di queste mail che i personaggi, i protagonisti si scambiano l'uno con l'altro che mi ha molto colpito, perché c'è una donna che scrive a una sua amica e le dice, adesso non trovo, lo dico a memoria, le dice come si comunica bene adesso che abbiamo potuto rinunciare ai nostri corpi. E questa frase, che è secondo me importantissima, suggerisce una sorta di trasformazione antropologica in atto, una profonda modifica del nostro rapporto con noi stessi, col corpo, con la sessualità, qualcosa che mi ha fatto pensare, lo dicevo a Sandra via mail, all'ultimo grande romanzo, ma anche agli ultimi grandi film di Pierpaolo Pasolini. Sandra, come avete sentito, è capace di citare con grande precisione Gramsci, e mi ero chiesto se anche Pasolini era entrato nella sua riflessione. Ma inoltre vorrei chiederle come si è passati dal primo al secondo romanzo, che invece rientra in questa nuova prospettiva politica. E aggiungo anche, dopo magari è troppo, aggiungo anche la domanda che avrei fatto alla fine, così lasciamo a Sandra tutto il tempo di rispondere, che partiva da una mia reale curiosità e un verso di un poeta italiano, Giovanni Rabboni, un poeta che è stato molto attento al dato politico, come sa chi l'ha letto, e che alla fine di una sua poesia dice: «E liberaci dall'estetica, e così sia». Allora la domanda qui sarebbe non tanto sull'estetica in senso stretto, ma dopo aver scritto 2 romanzi, essere poi passata ai dispositif di cui abbiamo sentito dire, possiamo immaginare che Sandra Lucbert o altri come lei tornino anche a utilizzare le forme letterarie più tradizionali, sia pure in questa prospettiva politica di cui ci ha parlato, oppure la letteratura come l'abbiamo intesa sin qui è da considerare ormai dal suo punto di vista superata o peggio complice? Alors donc comme là il y a 3 questions en une, voire 4. Je commence par parler du passage du premier au deuxième roman. Effectivement, le deuxième roman appartient complètement à ce que j'ai essayé de théoriser dans Défaire voir, c'est-à-dire qu'à mon sens, il produit une figure, ce que j'appelle une figure que je vous ai lue tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de
produire la redisposition de l'objet dont on s'occupe par le travail formel. Donc, simplement, je dis un mot de ce livre maintenant. Le travail formel dont il s'agit, en effet, emprunte aux logiques du roman. À l'époque, j'écrivais des romans avant d'avoir le choc France Télécom. Et là, la forme que j'essaye d'exploiter au maximum, c'est celle de l'épistolaire, c'est-à-dire des échanges de lettres et des envois de lettres. J'utilise un peu toutes les traditions épistolaires. En France, on aime beaucoup les romans épistolaires. On a quelques fameux textes, la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les lettres persanes de Montesquieu, les liaisons dangereuses de Laclos. Enfin, on en a vraiment un très grand nombre. Donc, j'utilise toute cette tradition du roman épistolaire. J'utilise également la lyrique amoureuse, qui a tout un versant épistolaire, puisqu'il s'agit d'héroïdes qui sont adressées aux personnages dont on manque, etc. Donc, en particulier dans mon texte, l'élégie romaine. Et une troisième tradition qui est celle des lettres philosophiques, les lettres philosophiques de Sénèque ou d'Épicure. Donc les trois, je les ai fait travailler à l'intérieur du texte, pareil que ce que je vous ai raconté tout à l'heure, pour trouver une extériorité dans la langue. Cette fois-ci, l'objet auquel je m'intéressais, en fait, c'est une partie de l'objet auquel j'ai continué de m'intéresser dans les deux que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est le numérique massifié. Non pas l'intelligence artificielle, qui n'est pas trop un objet à moi, mais le numérique massifié. Parce que le numérique massifié, c'est l'appareillage technologique de la liquidité, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La liquidité, il faut que j'en dise un mot du coup, parce que c'est important. Pour définir ce régime de propriété, on peut dire assez simplement que c'est le prendre et jeter. C'est-à-dire, c'est une propriété à laquelle on n'est pas lié. C'est ça qu'a inventé la déréglementation financière. Et évidemment, Internet, c'est un lieu où cette possibilité pulsionnelle induite par ce régime de propriété particulier est généralisée à tous les usages. On le sait comme consommateur quand on commande des choses sur Internet, on le sait sur les réseaux sociaux, on le sait sur les sites de rencontres. Ce sont des lieux de l'instantanéité de la réversibilité de notre désir. Autrement dit, sur Internet, nous accédons à ce que les actionnaires peuvent avoir dans leur rapport avec toutes les choses du monde, la nature, les humains, etc. Simplement, vous voyez bien le piège. C'est-à-dire que nous, on y accède sur une minuscule surface où, en fait, par ailleurs, nous sommes déjà exploités par des gens qui ont créé les algorithmes, qui détiennent les infrastructures et qui font du profit en utilisant notre régime de désir. Mais nous, lorsque nous sommes travailleurs, travailleuses, cette fois-ci, ça se retourne contre nous et c'est nous qui nous faisons dévorer dans ce prendre et jeter. Donc, si vous voulez, c'est une des pièces de l'échafaudage d'ensemble que j'essaye de travailler. À l'époque, je ne maîtrisais pas du tout ces histoires de liquidité. Je me suis mise ensuite à la macroéconomie, mais j'y suis allée exprès. C'est-à-dire, l'objet est vraiment un morceau du plus gros objet que j'ai compris ensuite. Dans la toile, le sujet plus spécifique, du coup, ce sera la question de qu'est-ce que c'est que ce régime du dire, parce que je me suis surtout intéressée aux messageries, comme l'a dit Fabio, ce régime du dire qui est très fait pour plaire à des littéraires, dans lequel, en réalité, les infrastructures qui produisent ce régime, les algorithmes, toutes les infrastructures en dur, les tuyaux sous la mer, les câbles, les trucs et les machins, les ordinateurs, sont en fait des outils de pouvoir à nul autre pareil pour les plus grands capitalistes de la planète. J'ai essayé, grâce à mes petits outils épistolaires que j'ai décrits tout à l'heure, de faire parler cette chose-là et de faire apparaître les différents aspects du régime de pulsionalité produit par Internet et de la manière dont il nous enrôle politiquement. C'est là que je glisse Pasolini, puisque je n'ai pas oublié les trois questions qui soutiennent ça. Moi, comme je le disais à Fabio, ce que j'aime chez Pasolini, c'est que c'est un homme qui a toujours vu qu'un régime de pouvoir, un ordre politique, c'est toujours un régime de pulsionalité, c'est-à-dire une manière de configurer les offres pulsionnelles, différentes pour les dominants, les dominés, les hommes, les femmes, toutes les catégories précédemment citées du transcendantal politique, mais une manière de les configurer qui est propre à cet ordre social. Et donc, c'est ce qu'on voit très bien, on en parlait tout à l'heure dans Salo,
qui a vraiment parfaitement saisi ce que c'est que le régime de pulsionalité fasciste. Fabio me parlait d'un roman de Pasolini, celui qu'il écrivait lorsqu'il a été tué, où il était en train de travailler sur le régime de pulsionalité du néolibéralisme. Alors c'est fort dommage parce qu'il n'est pas traduit en français, donc moi je ne connais pas ce livre. Mais donc ça c'est mon point commun avec lui, et c'est vrai que dans la toile ça se voit beaucoup plus que dans les deux autres, où je travaille en fait cette question de la pulsion. Je vous en ai pas parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire que je suis obligée de sélectionner, mais je la travaille uniquement du côté de la pronation financière. Tandis que dans la toile, comme je suis sur des histoires de messagerie, et comme j'utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la tradition épistolaire qui toujours travaille les questions de sexualité, c'est toujours en son cœur, que ce soit les romans libertins, les romans comme ceux de Montesquieu, dans lesquels il essaye de comprendre comment l'ordre social autorise ou pas en termes sexuels. Chez Rousseau, c'est la problématisation de la communauté vertueuse ou pas, mais aussi chez les élégiaques latins, qui ne parlent que de désir, et encore une fois, aussi chez Épicure et Sénèque, dont le grand problème est de savoir comment faire avec ce qu'ils appellent à l'époque ces besoins libidinaux et autres, pas uniquement libidinaux. Donc, si vous voulez, toute cette tradition, elle était déjà bruissante et chargée de quelque chose qui, tout de suite, va dans le nerf de ce que je voulais questionner. Donc, en fait, on peut le résumer, le roman, je pense. On peut dire que c'est un roman qui est construit uniquement par échange de messages sur 3 plateformes. Les 3 plateformes ont chacune un régime de publicité différent. Il y a une plateforme chiffrée. C'est la seule où les personnages savent à qui ils écrivent et savent ce qu'ils écrivent, puisque c'est une plateforme chiffrée. Donc on est en face à face avec son interlocuteur et le message n'appartient qu'aux 2 interlocuteurs. Après, il y a une plateforme mail. Donc là, on écrit à quelqu'un, mais en revanche, les données sont récupérées pour le traçage publicitaire, etc. Donc tout de suite, il y a une transformation de la situation d'énonciation. Et puis, 3e plateforme, c'est celle des réseaux sociaux. Alors là, c'est le pompon, c'est-à-dire qu'on s'exprime devant une espèce de foule anonyme, même si c'est les réseaux de l'entre-soi, comme les appelle Dominique Cardon, donc Facebook et Instagram, ce genre de choses. On a toujours un auditoire plus large que celui qu'on croit. Et par ailleurs, la plateforme devient propriétaire de tout ce qu'on écrit à l'instant même où cette chose est écrite. Donc là, c'est la dépossession terminale, en quelque sorte. Je n'ai pas, en fait, la dépossession terminale, c'est pas ça, c'est le stade d'après, c'est Amazon et les algorithmes du traçage, mais ça, je ne l'ai pas travaillé dans le texte, mais c'est présent sous forme indiciaire. Donc, ces 3 plateformes accueillent les échanges entre 8 personnages, et les 8 personnages sont tous organisés autour d'une start-up, qui est une start-up d'art numérique. Et si vous voulez, la start-up, les activités de la start-up et les 2 patrons de la start-up, les 3 niveaux, sont à l'image des ambiguïtés d'Internet. C'est-à-dire, vous allez retrouver tout ce que je vous raconte, je vais avoir l'air très obsessionnelle ce soir, mais c'est-à-dire 2 choses en particulier. Internet, c'est créé en s'imaginant être un lieu de contre-culture, un lieu politique alternatif qui serait caractérisé par son horizontalité, par la sortie des rapports de domination usuels et par la possibilité, comme il disait à l'époque, de réformer sa conscience et son corps. C'était pour eux l'alternative qu'il s'agissait d'opposer à la vie écrasée par les hiérarchies, les infrastructures du capitalisme, etc. Ça fait doucement rire quand on sait ce qu'est devenu Internet. En fait, 10 ans après l'apparition de l'ordinateur personnel, Internet était déjà devenu, plus exactement, la Silicon Valley était déjà devenue l'allié privilégié de la transformation du capitalisme dont je parle depuis tout à l'heure, de sa transformation néolibérale. Et effectivement, l'horizontalité était devenue des séminaires d'entreprise ou des hiérarchies dissimulées. La scène séparée, en fait, s'est avérée être un lieu où régnaient les mâles blancs qui avaient fabriqué des sortes de sectes dans toute la Silicon Valley qui étaient devenus des lieux de règne hétérocentrés et masculins comme il en fut peu. Et bien entendu, vous le savez, tous les créateurs de la Silicon Valley se sont retrouvés à Davos avec les plus grands capitalistes de la planète. Donc, Internet, c'est ces 2 choses. Le numérique massifié, c'est ces 2 choses, c'est-à-dire un discours, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, un discours défigurant, infigurant, qui nous raconte une histoire merveilleuse à base de libération par la technique, par la réforme individuelle des corps et des esprits, et de l'autre, l'histoire réelle,
qui est une triste histoire d'enrôlement capitaliste. Il y a des petites nuances parce qu'on peut faire quelques usages à la marge d'Internet, mais quand on peut faire des usages intéressants politiquement d'Internet, c'est toujours pour la même raison, c'est parce qu'on maîtrise la technique et les infrastructures. Là, c'est vraiment du marxisme à fond, oui, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens d'une association française qui s'appelle la Quadrature du Net, qui sont franchement des militants politiques de l'Internet assez flamboyants, moi je les admire beaucoup, et qui vraiment ont construit tout un travail de lutte politique par la maîtrise de la technique et qui essayent de mettre les usagers que nous sommes en possession d'outils pour se faire moins plumer en permanence sur Internet. Parce que là, vraiment, Internet, c'est poussé très très haut les processus d'enrôlement. Et donc, en gros, dans le texte, comme moi j'ai cette start-up qui est à l'image de ces ambiguïtés, puisque les deux patrons sont hackers la plupart du temps, la moitié du temps, et l'autre moitié du temps, ce sont des patrons de start-up qui surexploitent leurs salariés, les maltraitent, font exactement ce que font les patrons de France Télécom. Deuxième chose, la start-up en question, elle fonctionne comme toutes les start-up de manière très très violente, mais en même temps, les performances qu'elle produit sont des lieux où supposément le public doit revivre ce qu'il vit sur les réseaux en réel dans l'exposition et ensuite sortir en quelque sorte guéri de ses mauvais réflexes politiques par le biais de la performance. Donc vous voyez, toutes les ambiguïtés sont toujours maintenues et c'est la même chose pour les performances elles-mêmes, puisqu'en réalité, les spectateurs sortent de là vidés et ils ont été encore plus acclimatés à tout ce qu'ils apprennent à subir sur les réseaux par les performances. Donc, moi, j'ai construit toute l'intrigue autour de cette start-up et de ces personnages, de telle manière à faire tourner les aspects que moi, je voulais travailler. Donc, ceux que je viens d'évoquer, la question de l'énonciation, à qui on parle, de quoi, c'est-à-dire à qui remettons quel pouvoir, qui, comme le savent peut-être les lecteurs de romans épistolaires ici, est la grande question, par exemple, des liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, ça parle que de ça. Mais ça parle aussi de ça, les lettres persanes. C'est-à-dire, en fonction de qui maîtrise la circulation des échanges, qui a le plus de points de vue connus sur une situation, c'est lui qui prend le pouvoir sur la situation. Donc ça, c'était le premier aspect. Le second aspect, c'est celui du régime de vérité, comme dirait Michel Foucault, qu'on construit sur les réseaux sociaux, puisque, comme vous le savez, non, pas que sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes Internet, dès qu'on entre sur une plateforme, on livre toutes ces données. On livre ces données d'abord en donnant son nom, son adresse, etc. Mais aussi, simplement, on les livre par le fait, en acceptant les cookies, les choses et les machins, qui font que, donc je fais un peu du petit Michel Foucault ici, en fait, on est dans un régime de mise à nu intégrale de soi, de confession intégrale, face à une instance jamais aperçue, en fait, logés dans les algorithmes, qui possèdent en dur toutes les choses dont on parle, mais que nous, on ne voit pas. Et en fait, comme dirait Bourdieu, c'est une force formatrice d'habitude, Internet. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, on apprend ce réflexe politique. C'est dingue quand on y pense, ce que ça veut dire. Donc là, moi, c'est la chose aussi que j'essaye de travailler à l'intérieur du texte, parce que du côté dominé, ça donne cette habitude où on se dépossède jour après jour. La Boétie pousserait des cris, parce que lui, il travaillait sur ça en essayant de réveiller chez les gens le refus de se laisser ainsi déposséder. Mais du côté des dominants, il y a un autre visage, qui d'ailleurs ressemble toujours à celui des capitalistes dont on parlait tout à l'heure, qui est le fantasme de pouvoir avoir la cartographie du désir intégral des consommateurs et des sujets politiques. Vous vous souvenez de Cambridge Analytica, il s'agissait de connaître la totalité des idées des électeurs pour pouvoir les guider, mais c'est la même chose avec Amazon, tous les dispositifs de traçage. Il s'agit de comprendre ce que nous désirons pour nous le faire désirer avant que nous ayons eu l'idée de le désirer. Donc c'est un truc complètement effrayant quand on y réfléchit. Et c'est la même chose, bien entendu, comme travailleurs et travailleuses, puisque les environnements numériques qu'on installe dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux, c'est bien entendu des lieux où on recrée une structure à l'intérieur de laquelle on est entièrement livré à celle-ci. Donc, comme vous voyez, ce sont toujours les mêmes sujets qui sont travaillés, mais cette fois-ci avec une technique tout autre, qui est celle du roman, donc avec une progression narrative, etc. Voilà. Merci. E je crois que j'ai pas répondu a ma c'est fini. È presque finito, ma in realtà la risposta era implicita in quello che hai detto proprio alla fine. Questo è un romanzo, è la prova che si può scrivere, ancora utilizzare un romanzo andando nella direzione della prospettiva
politica. Alors oui, donc sur la dernière question, comme je le disais à Fabio, pour ma part, je vais parler pour moi. À partir du moment où j'ai eu une idée claire, autant que faire se peut, des structures de la finance déréglementée, je n'ai pas réussi, dans les moyens du roman, à attraper cette chose. Elle est beaucoup trop ramifiée, complexe, etc. Et quand j'ai vu la situation France Télécom, j'ai tout de suite su comment faire, mais dans une grille formelle complètement différente. Donc, c'est vraiment pragmatique, c'est de l'écriture. C'est-à-dire, là, j'ai vu que là, je pouvais faire quelque chose, et après, pareil pour le suivant, etc. Mais c'est vrai que, personnellement, je ne vois pas comment on peut faire dans les outils du roman. Mais, comme je le disais à Fabio, je ne pense pas que ça veuille dire que ce soit impossible. Simplement, ça demande un romancier ou une romancière de très haut vol, avec une très haute intelligence politique et les moyens de faire quelque chose qui serait un peu guerre et paix quand même, hein, en termes de nombre de personnages, de nombre de sphères qu'il faut arriver à représenter, d'articulation entre ces sphères, parce que la difficulté que moi je rencontre dans tous mes livres, donc dans La Toile aussi, hein, du reste, et c'est un roman, c'est que la technicisation, qui est une des figures du discours de la dette publique, et l'opération de langage par excellence par laquelle on nous dépossède politiquement. C'est vrai pour Internet, c'est vrai pour la finance, ça marche dans tous les registres. Et la technicisation, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en littérature. C'est atroce, enfin, je vous le dis d'expérience. Moi, j'ai souffert mort et passion pour arriver à raconter l'invention de la bourse, raconter l'invention des actions, raconter la déréglementation financière. Toutes ces choses sont d'une difficulté à comprendre pour des littéraires. Enfin, là, vraiment, moi, j'y ai passé beaucoup de temps. Et après, une fois qu'on les a comprises, il faut arriver à en produire produire une intelligence de cette chose dans un moyen littéraire. Moi, là, je trouve que par les moyens du roman, c'est impossible. Sauf à faire ce que j'appelle la littérature politique attirée, c'est-à-dire une littérature ancillaire, esclave de ce qu'elle doit démontrer, donc pas de la littérature. Donc moi, c'est ça, en fait, qui m'a amené là. Ringrazio molto. Forse, posso ricordare un titolo che non so se è tradotto in francese, forse il romanziere italiano che maggiormente si è avvicinato a questa situazione e che ha lavorato per tutta la vita nel mondo dell'industria e ne ha visto la trasformazione in chiave finanziaria. Paolo Volponi. Il suo ultimo romanzo si intitola Le mosche del capitale e va, credo, proprio nella direzione da te auspicata, dunque è un suggerimento. Ma vorrei ringraziare molto Sandra di tutto quello che ci ha detto, che mi pare una conclusione molto appropriata a un festival come quello di quest'anno, che ha messo al centro della sua attenzione, ma lo dirà meglio tra un istante Matteo, l'idea del rapporto tra letteratura, impegno politico e impegno nei confronti del mondo. Grazie molte Sandra. Merci beaucoup. Merci Fabio. Merci. Merci a vous. Grazie Sandra, grazie Fabio. Non si può dire più niente, no? Tanto voi quello che avete visto in questi giorni l'avete visto, poi avete sentito qualcosa qua alla quale non si può aggiungere nulla, se non appunto dire che alla fine, quando c'è di mezzo la letteratura, di qualsiasi cosa si stia parlando, si finisce per dover per forza parlare di linguaggio, ma non solo, quello ci si poteva anche arrivare comunque, ma anche quando si parla della realtà e della percezione della realtà non si può non finire a parlare di linguaggio, e il luogo in cui il linguaggio è lavorato, al di là di del luogo in cui viene lavorato in maniera che ha spiegato bene Sandra, della creazione di un linguaggio stereotipato, eccetera, eccetera, il luogo dove viene rilavorato è proprio quello della letteratura. Quindi buona serata a tutti, buon coming soon, se venite fuori me lo auspico a sentire i ragazzi di Babel, gli scrittori emergenti che vi verranno a parlare del loro lavoro, e grazie di aver seguito Babel finora, e all'anno prossimo
per chi non sarà qui, se no a poco qua fuori. Sandra sarà disponibile per un firmacopie, i suoi libri sono qua al bookshop, tutti quanti, e quindi grazie e a dopo. Merci.